Si cette musique de Ramin Djawadi ne vous met pas en train, mesdames, messieurs, ne vous met pas dans une ambiance particulière, dans un esprit particulier, on a complètement manqué notre coup, Éric Barry et moi, que je reçois bien sûr. Éric Barry qui est réalisateur, scénariste, on va y revenir. Mais c'est son choix musical et je pense que c'est tout à fait une très très bonne introduction. C'est un peu chevaleresque, un peu héroïque, Éric, n'est-ce pas? Oui, exactement. On sent immédiatement l'aventure qui est sous-jacente à la musique. Effectivement. Et Éric Barry, c'est presque une aventure également aussi, puisque justement, Éric a réalisé de fort nombreux films et j'aimerais ça qu'on vous le resitue un tout petit peu dans son histoire, bien sûr, pour commencer. Alors, Éric, vous êtes originaire d'où? En fait, je suis originaire de l'Outaouais, mais dès l'âge de 3 mois, je suis déménagé à Joliette et j'ai vécu jusqu'à il y a 6 ans, donc jusqu'à mi-trentaine à Joliette. Mais comme j'avais de la famille en Outaouais, j'ai passé tous mes étés chez mes grands-parents ici, fait que je connaissais bien la région avant de revenir m'installer. Pourquoi Joliette? En fait, la famille de mon père, la famille paternelle est de Joliette. On a suivi, oui, exactement. Il y a un lien là, bien sûr. Ouais. Est-ce que Éric Barry a toujours trempé dans le cinéma d'une façon ou d'une autre, ou disons de façon plus globale pour commencer, dans les arts? Allons-y pour commencer. Oui. En fait, j'ai tout le temps été quelqu'un d'assez rêveur. J'ai été enfant unique jusqu'à l'âge de 6 ans. Ce qui fait que j'ai développé rapidement mon imaginaire. J'avais pas d'amis. On restait dans une partie de la ville où il y avait pas beaucoup d'enfants de mon âge. Ce qui fait que tout seul, avec une couverte, des épingles à linge, puis je me créais un monde, puis j'étais parti là. Et en fait, ça me sert encore aujourd'hui. Effectivement, tout à fait. Études, donc, si on est allé rapidement, donc études primaires, secondaires à Joliette, je suppose? Oui, exactement. À l'Académie Antoine Manceau, qui était anciennement l'Éclair Saint-Viateur. Là, j'ai commencé à faire du théâtre. Et là, donc, l'Éclair de Saint-Viateur, ça veut dire communauté religieuse, donc ça veut dire discipline, ça. Non? Oui? En fait, moi, je suis arrivé un peu... je suis arrivé l'année où il y a eu la transition entre l'Éclair Saint-Viateur puis les laïcs. Chanceux. Oui, c'est ça, exactement. Mais quand même, vu que c'était une école privée, il y avait une discipline qui était... Sauf qu'il faut dire que le bâtiment était adjacent avec le cégep. Ce qui fait qu'il essayait de nous protéger, nous impliquer une discipline, mais dès qu'on passait les portes, on était tout de suite dans le cégep avec les fumeux de potes. Puis ça, c'est un peu drôle comme ambiance. La bonne et la mauvaise influence en même temps. Oui, exactement. Intéressant comme monde, bien sûr. Heureux d'avoir étudié, en d'autres mots, parce qu'il y en a qui aiment ça, les études, il y en a qui aiment moins ça, il y en a qui se trouvent que c'est pas très, très créatif ou inspirant. Dans le cas d'Éric Barry, les études, c'était important? Oui. C'était important pour mes parents. Ça l'a été inculqué rapidement. C'était important pour moi. J'ai pas aimé l'école. J'ai aimé les études. Fait que pour moi, il y a une différence. Nuance importante, oui, effectivement. Oui, exactement. Tout à fait. Et donc, côté artistique, à ce moment-là, c'était déjà intéressant. Oui, on avait des activités parascolaires qui étaient axées sur les arts. Et moi, tout de suite, ma passion, c'était le théâtre. Je voulais être acteur plus jeune. Fait que ça, c'est là, j'ai fait toutes les auditions qu'il pouvait avoir d'imaginable à l'école, dès qu'il y avait une pièce, quelque chose comme ça. Alors, le rôle le plus important de la carrière d'Éric Barry en tant que comédien de théâtre, c'est le Misanthrope de Molière? Ah, non. Version étudiante? Ouais, c'est ça, non. J'étais pas assez bon. En fait, la passion était là et je serai toujours reconnaissant à mes professeurs qui voyaient que j'étais pas nécessairement un bon acteur. Je suis correct, mais sauf qu'ils m'ont jamais, ils s'arrangeaient pour que, même si on n'avait pas les premiers rôles, pour quand même nous garder impliqués dans le processus, ce qui fait qu'on n'était pas, OK, j'ai pas passé, j'abandonne ça, c'est pas pour moi. Fait que c'est là que j'ai découvert, en fait, d'autres passions reliées à ce monde-là. Et ça, justement, ce monde-là des images, parce que bon, le théâtre, on est sur scène, on est acteur, bon, etc. Mais il y a tout un monde d'images, vous le disiez d'entrée de jeu, que justement, vous créez vos propres histoires en bas âge. Est-ce que, justement, il y a un lien là avec le monde du cinéma? En d'autres mots, première caméra, 8 mm, je sais pas trop. VHS. Ou VHS, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, il y a du VHS aussi à l'époque, le bon vieux VHS. Donc, vous avez commencé par ça. Oui, exactement. En fait, un cadeau d'anniversaire de mes parents, c'était une caméra VHS, justement, avec laquelle j'ai commencé à faire mes premiers courts-métrages. J'avais pas de table de montage, fait que c'était vraiment, OK, on filme, on pause, on paye sur pause et on continue la deuxième scène où elle devrait repartir. Après ça, quand je suis arrivé au cégep, là, on avait des tables de montage, fait que j'ai commencé à faire quelques projets là-dessus. Et je me rappelle, j'avais donné un coup de main
une petite anecdote comme ça. J'avais donné un coup de main à une de mes amies qui était plus jeune un peu. Puis elle, quand elle a fait son cours de cinéma, elle dit, tu vas me donner un coup de main. On devait faire un film de 3 minutes. Finalement, ça a sorti un film de 13 minutes, complètement raté. C'était expérimental, c'était une thématique de récupération, là, ça n'avait aucun sens, mais finalement j'ai quand même appris. Fait que c'est ça l'important à chaque projet, l'important c'est d'apprendre. Qu'est-ce qui est le plus important justement, de se créer une idée de ce que l'on veut faire, ou encore d'être en mesure de prendre la réalité que l'on voit à travers la lentille par exemple, ou bon à travers ses yeux pour commencer, la lentille ensuite, pour justement réaliser, concocter quelque chose, arriver à produire quelque chose? En fait, je dirais les deux. Si tu as une bonne idée de ce que tu veux, si tu as une bonne idée de ton histoire, de ton projet, ça te permet de te retourner rapidement et de t'adapter à la situation un coup que tu es sur place avec ta caméra. Exemple, si tu veux avoir une salle de bal, tu te rends à la location, finalement il y a un problème, c'est tout petit, faut que tu sois capable de savoir faut que tu aies une idée précise de ce que tu veux comme scène pour t'adapter et dire OK, c'est tout petit, alors on va tourner de telle façon. Et on dirige les comédiens dans cette optique-là. Est-ce que c'est en raison de vos premiers essais en VHS, justement, que vous en êtes arrivé à faire du court-métrage, et particulièrement du court-métrage? Je ne dis pas que vous ne ferez jamais du long-métrage, c'est à vous de le savoir, bien sûr, mais votre priorité, votre amorce, votre orientation présentement, elle est vraiment court-métrage. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet direct, là? Je pense que oui. En fait... en tournant avec peu de moyens, tu peux pas élaborer tes histoires. Fait que tu fais des petites histoires. Et à partir de là, tu tombes un peu en amour avec cette petite histoire-là. Et oui, effectivement, il y a un lien. Oui. Vous arrivez en Outaouais, vous quittez Joliette. Bon, je suppose que oui. Petit passage obligé à travers Montréal, et vous aboutissez en Outaouais. Exactement, les études à Montréal comme technicien à l'Institut Grasset. Ouais. C'est exactement ça que je veux vous venir. Ce passage-là à Grasset, qu'est-ce que ça vous a apporté de plus que vous n'aviez pas expérimenté antérieurement à Joliette? En fait, à Joliette, je tournais avec mes amis. Il y avait pas nécessairement un gros réseau. Les kinos n'étaient pas vraiment implantés. Ce qui fait que quand je tombais à Joliette, là, j'ai baigné. C'était un 8 mois intensif. On était qu'avec des gens qui voulaient faire ça. C'était un cours technique. En fait, le cours, c'était pour être soit caméraman, preneur de son, éclairagiste ou des choses comme ça. Là où il y a eu une différence pour moi, c'est que on n'avait pas de comédien, on n'avait pas de réalisateur, contrairement à d'autres écoles. Donc, j'ai pris le lead de la réalisation de ces projets-là. Ce qui fait que quand je suis sorti de l'école, je savais que je voulais faire de la réalisation, il n'y avait plus de doute pour moi. Tandis que les autres, j'ai certains collègues là, qui sont encore techniciens, mais moi, c'est la réalisation qui était... en fait, ça a été un déclic. Un déclic, c'est ça. Et le comédien lui-même, lui, est resté vraiment côté jardin à ce moment-là. Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai longtemps voulu quand même être comédien. J'avais pas nécessairement le courage d'aller passer les auditions. Je me disais, si ça marche pas, je vais attendre. À un moment donné, l'âge commence à embarquer. Puis après ça, je me suis dit, je vais écrire des histoires pour me faire jouer. Ensuite, je me suis dit, il y a personne qui va les réaliser. Donc, je vais réaliser l'histoire que je me suis écrite pour jouer. Puis finalement, je me suis pris au propre jeu en me disant, OK, je vais plus jouer maintenant, c'est vraiment la scénarisation, la réalisation. C'est ce que la vie nous réserve, hein? Effectivement. on réagit face à ce qu'elle nous propose. Exactement. Petite pause musicale, et bien sûr, vous allez comprendre, mesdames et messieurs, qu'on va vous proposer des musiques aussi un peu particulières. En voici une. Mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to find our long forgotten gold. The pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light.
Howard Shore, bien sûr, un extrait assez court, mais quand même intéressant, un peu, fait penser un peu à, comment dirais-je, ça s'appelle Mystic Mountain, bien sûr, et ça fait penser aux moines tibétains, tout petit peu, enfin, c'est un peu mystérieux. Parlons justement de mystère. Bon, on va vous resituer, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris que les courts-métrages, etc., Éric Barry, qui est mon invité, il a participé, bien sûr, au FICMO, au Festival international du court-métrage de l'Outaouais, et peut-être un court rappel de ce que vous avez présenté justement lors de la dernière édition du FICMO. Oui, c'était un film qui s'appelait Look Up Son, qui a gagné le prix coup de cœur du festival. Est-ce que cette étape-là, c'est une étape vraiment dans votre progression comme réalisateur et scénariste? Oui. En fait, il y a une reconnaissance qui est importante pour nous, au niveau, peut-être quelque chose de plus terre à terre, c'est au niveau des subventions, des choses comme ça. C'est comme une reconnaissance qui est là. On fait, OK, ton travail a été reconnu par des gens du milieu. Fait que ça, c'est important. C'est important aussi au niveau du public. Souvent, on met nos films sur Internet. Ça circule, mais peu, parce que c'est bon, l'entourage directement. Avec des prix comme ça, on en parle dans les journaux, des choses comme ça. Fait qu'on voit vraiment, là, des gens, le nombre de visionnements qui augmente. Fait qu'on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui... Donc, il y a une nécessité de faire connaître le court-métrage. C'est très beau d'entendre et de voir Le Hobbit avec, etc., ces grands films-là, ou encore Avatar, ou peu importe, là, Gladiator, pourquoi pas, avec la musique d'Hans Zimmer. Mais il y a aussi une nécessité pour permettre à la prochaine génération des réalisateurs, justement, de faire reconnaître aussi le court-métrage. Oui, exactement. Et toute nature du court-métrage, j'entends pas seulement fiction, toutes les nuances, tous les genres. Oui, exactement. Même le court-métrage documentaire, des choses comme ça, parce que souvent, c'est là qu'un réalisateur peut travailler son style pour avoir sa vision et sa voix, en fait, visuelle. Fait que, c'est une nécessité. Comment ça se fait, Éric Barry? Comment est-ce que ça surgit une idée de court-métrage? En d'autres mots, je vais me mettre dans la peau du néophyte, le plus néophyte possible, et je me dis, OK, j'aime le cinéma, je pense que ça, c'est la première condition, il faut aimer ce qu'on veut faire, mais après ça, comment est-ce qu'on concrétise la chose? Est-ce qu'il y a une espèce de manuel du parfait utilisateur ou de cours 101, justement, de cette approche-là? Non. Il peut y avoir des formations pour vous dire comment la développer, mais reste que les premiers artistes qui ont eu les premières idées n'avaient pas de formation. Avant que l'école de cinéma existe, il y avait du cinéma quand même. L'idée, en fait, c'est d'avoir un sujet qui nous passionne. C'est à partir de... Des fois, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une nouvelle dans le journal qui dit « Ah, ça ferait un bon sujet de court-métrage ou de documentaire, quelqu'un raconte une anecdote, puis à partir de là, il y a un élément qui surgit, on fait OK. Puis je pense que, en fait, je pense qu'on travaille son oreille dans le sens où d'une conversation banale, on va aller chercher quelque chose qui va nous allumer automatiquement, puis ça devient comme un réflexe. Il y a des images qui surgissent, puis tu dis, OK, il y a de quoi faire avec cette histoire. Donc, ça peut être aussi bien un fait du quotidien qu'une personne rencontrée. En d'autres mots, il faut être alerte à ce qui nous entoure. Oui, exactement. C'est exactement parlant, c'est ça que ça veut dire finalement. Oui. Et une fois, oui, allez-y. En fait, je pense que comme scénariste, souvent, comme scénariste, on est des spectateurs. Je pense qu'on prend un peu de retrait, ce qui fait qu'on n'est pas nécessairement à l'avant-scène, mais on observe, puis à partir de là, parce que de toute façon, comme scénariste, si tes personnages pour que tes personnages soient crédibles, faut que tu observes les gens vivre pour aller chercher des éléments. Ça peut être juste, moi, ce que j'adore faire, c'est quand je prends l'autobus, j'observe les gens. Ouais, c'est ça, ouais. Puis, OK, telle personne a tel genre de conversation, tel genre de réaction. Puis ça pourrait faire un bon personnage. Et donc, dans l'ordre des choses, on est observateur, bien sûr. Et après ça, là, on tente de circonscrire, d'écrire un semblant de scénario. Oui, en fait, au début, il va y avoir un développement. C'est un texte suivi avant d'avoir un scénario comme tel. Là, on écrit les grandes lignes d'où s'en va l'histoire. L'histoire, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Puis après ça, là, il va y avoir différentes versions, la version dialoguée, etc. Pour développer l'histoire, justement, parce que ce soit un court-métrage, d'ailleurs, un court-métrage, ça fait à peu près combien de temps dans l'idée, professionnellement ou selon les paramètres du cinéma? Selon les paramètres, on peut se rendre jusqu'à 45 minutes, ce qui est quand même assez long. Mais généralement, les festivals demandent en bas de 22 minutes.
Fait qu'on peut s'entendre qu'une moyenne là, ça peut partir de 1 minute à 30 secondes pour être considéré comme un court-métrage jusqu'à à peu près une vingtaine de minutes. Ouais. Et donc, une fois que cette temporalité-là est fixée, qu'on a à peu près un paramètre jusqu'où on peut aller, bien sûr, est-ce qu'on essaye à ce moment-là de tout rentrer dedans, ou est-ce que dans ce temps-là, ou en d'autres mots, est-ce qu'on essaye d'être le plus clair, le plus concis et le plus direct possible, ou est-ce qu'on peut se permettre un certain jeu, si vous voulez, au niveau de la création visuelle, mais en même temps aussi au niveau du scénario. C'est au niveau du scénario que j'entends ça. En fait, ça dépend du besoin, ça dépend du genre d'histoire. Mm-hmm. Je pense entre autres au film qu'on avait fait pour le FICMO, Luke Hobson, où on avait un film de 13 minutes. Sur papier, on était à 9 minutes, mais on a décidé à la réalisation de laisser respirer l'histoire, d'avoir des silences entre les personnages. Donc, et là, pour le prochain, par exemple, je pense au prochain G60 qui s'en vient au mois de juin, c'est 2 minutes. Ce qui fait que j'avais écrit un premier scénario de 5 pages, et là, il faut éliminer. Et là, il faut vraiment être, dès qu'on commence, on est dans l'histoire, on est déjà dans un moment tournant pour réussir à faire un 2 minutes. C'est une des caractéristiques, justement, du court-métrage, d'être beaucoup plus, de nous faire entrer dans le jeu, dans l'action, dans le propos, dans la pensée, etc., le plus directement possible, le plus vite possible. Oui. En fait, t'as pas le choix parce que tu peux pas développer, t'as pas 2 heures pour développer ton histoire. Pour mettre en contexte, c'est ça. Oui, c'est ça exactement. Et en même temps, tu dois le faire, mais tu dois le faire de façon subtile. C'est sûr, si t'es trop direct, le spectateur, il y a comme un petit malaise, le temps de s'ajuster. Il sait pas d'où ça vient. Oui, c'est ça, exactement. Il faut que tu installes quand même ton histoire, ce qui te donne à peu près, mettons, je pense, 2 minutes, ça te donne à peu près un 15-20 secondes pour installer ton histoire avant qu'il y ait de quoi qui fasse bouger cette histoire-là. Fait que c'est relativement court. Mais il faut bien se dire aussi que le court-métrage peut être irrapide, mais il peut être lent aussi. Je me souviens de certains films qui ont été présentés à la dernière édition du FICMO, où justement le rythme du film, même selon les contingences, malgré les contingences de temps, le rythme du film était lent. Oui. En d'autres mots, on peut se permettre une réflexion aussi dans le court-métrage. Oui, exactement. Et dans le dialogue, évidemment. Oui, dans le dialogue ou même dans le montage. Souvent, pour le court-métrage, ça, c'est important, le rythme du montage. Et la différence, c'est que même si c'est... En fait, souvent, par opposition au long-métrage, des fois, il y a des longueurs. Ce qui serait une longueur dans un long-métrage va devenir peut-être une force du court-métrage. Parce que là, l'histoire, t'as pas besoin de l'étirer, fait que tu peux aller à ton propos, mais tu peux quand même la laisser respirer. Et on peut y aller, juste au point de vue du scénario, on peut y aller jusqu'à combien de correctifs ou d'épreuves ou de... à l'infini? Oui, à un moment donné, il faut que... Ouais, à un moment donné, c'est ça, à un moment donné, il y a un scénario qui est ficelé, on se dit, OK, on s'en va en tournage avec ça. Mais il peut y avoir vraiment plusieurs versions. Là. Il y a des gens, mettons, sur des longs métrages, surtout, supposons, on pense à des longs métrages, mais il y a des longs métrages qui peuvent être écrits, 15, 20, 30 fois. Là. Il y a souvent des choses à changer. Après ça, avec le casting, des fois, tu vas avoir une différence, tu vas réécrire des lignes. Je sais pas quelqu'un qui serait uniquement scénariste, mais dans mon cas où je développe les projets, je les réalise, là, des fois, en casting, c'est arrivé dernièrement pour le prochain projet Les Bâtards. On a auditionné un acteur, puis j'ai dit OK, fait que là j'ai rajouté des lignes, j'ai changé des lignes pour l'adapter à son type de personnage. Fait que ça c'est un des joies aussi d'être le leader sur son projet. Là, Effectivement, alors mettre à bord. Oui, exactement. Mettre à bord, c'est ça, merci. Seul capitaine à bord. Oui, c'est ça. Effectivement. Co-capitaine. Ouais. C'est vrai, c'est intéressant parce que justement, travailler en unicité, donc tout seul, c'est un peu difficile au cinéma. Il y a certaines étapes où on peut le faire, soyons réalistes, mais il y a d'autres étapes où on ne peut pas être tout seul, non? Oui, non? Non, non. En fait, un film, le cinéma, c'est un peu un art ingrat comme pour les artistes, dans le sens où un peintre qui fait une peinture, il y a personne qui va lui dire moi je rajouterai une fleur ou je mettrai ton soleil d'une autre couleur. Il est maître, un chanteur, mettons compositeur, va faire sa chanson. Au cinéma, ça fonctionne pas comme ça. Il y a plein de gens qui ont leur mot à dire parce que il y a des gros budgets, des grosses équipes. Puis en même temps, c'est drôle parce qu'il y a souvent des gros égos. Alors, il faut gérer tout ça, mais le plaisir de travailler... de plaisir de travailler mettons, exemple, moi, je fais beaucoup de co-réalisation, ça, j'adore ça. C'est une autre façon de travailler, puis ça donne des meilleurs projets, à mon avis. On va parler justement du fameux projet qui s'en vient, bien sûr, dans quelques secondes.
j'espère que vous l'avez reconnu, mesdames, messieurs. Bien sûr, Loreena McKinnon avec Mystic Dreams. Et d'ailleurs, la version, et je le disais hors micro à Éric Barry, la version qu'elle a proposée aux gens qui ont assisté à son spectacle à l'Alhambra en Espagne, c'est vraiment, si vous avez l'occasion d'écouter cette version-là de Mystic Dreams, c'est à vous jeter par terre, tellement l'enregistrement est impeccable et son interprétation, elle l'est d'autant plus. Alors vraiment, petite note musicale en passant justement. Est-ce que ce genre de musique-là, Éric Barry, ça vous inspire? En d'autres mots, est-ce que c'est la musique qui pourrait aussi, comme un commentaire, comme une conversation, comme une image, comme l'attention que vous portez vis-à-vis les gens, est-ce que ça peut être aussi un élément déclencheur dans la création d'un nouveau film? Pas nécessairement, mais c'est un déclencheur de mise en place visuelle pour moi. C'est-à-dire que quand j'écris, souvent, j'ai des playlists ou des listes de lecture, en fait, où j'ai une ambiance. Et quand je mets souvent, si je bloque sur une scène, je vais me mettre la musique appropriée. Et là, avec le déroulement de la musique, la scène se déroule, je vois les choses se placer. Et là, ça me donne un coup de main pour placer ou bouger mes scènes, finalement. Je vous ai invité pour, justement, un nouveau projet. Et je suis content qu'on vous invite à ce moment-ci parce que, justement, c'est à l'état de projet encore. Il y a pas eu un seul coup de manivelle encore là-dedans. Ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Donc, on est vraiment à l'étape du tout début. Alors, parlez-nous justement de ce fameux projet au niveau de son contenu, bien sûr, du scénario, bon, etc., etc. Qu'est-ce que ça raconte, grosso modo? Et comment l'idée est venue, surtout aussi? OK, parfait. Alors, le projet s'appelle Les Bâtards. L'idée est venue, en fait, du dernier cabaret Kino. J'ai rencontré mon co-créateur, Gabriel Bissonnette, qui est un réalisateur de Montréal. Et après, on a fait une première réalisation ensemble pour le week-end du cabaret Kino. Et après, il m'a envoyé un courriel en disant, j'aurais une idée de projet, est-ce que ça t'intéresserait d'embarquer? Puis là, quand il m'a dit que c'est un projet médiéval fantastique, en fait, c'est un genre que moi, j'adore, mais que habituellement, les gens avec qui je travaille, habituellement, c'est pas nécessairement leur style. Donc là, j'ai dit oui, OK, parfait, on embarque. Et à partir de là, on a dit chacun ce qu'on aimerait avoir et on a élaboré à partir de ça. Pourquoi l'aspect ou le genre médiéval mystique vous intéresse? Qu'est-ce qui fait que ça rejoint Éric Barry? Avez-vous par hasard déjà participé à Bicoline ou les jeux de rôle médiévaux ou je sais pas trop quoi? Oui, en fait, j'ai je dirais deux souvenirs qui sont liés à ça. Quand j'étais tout jeune, on n'avait pas de VHS à la maison et quand ça l'a sorti, en fait, je me rappelle, mon père était, mes parents étaient, il y avait jamais de réunion secrète de parents ou de choses comme ça. Et je me rappelle un samedi après-midi, en fait, mes parents sont enfermés dans leur chambre, ça fait comme 1 heure et là, je sens qu'ils font des appels téléphonique, tout ça. Puis là, c'est pas habituel. Et en fait, mon père part pour 1 heure. Là, c'est vraiment pas, il y a quelque chose qui marche pas. Et il revient avec une espèce de grosse valise et il était allé louer la machine. En fait, c'était la machine VHS et c'était les premiers films qu'on voyait comme ça. Et le premier film que j'ai regardé avec le VHS, c'était Conan le Barbare. Ah, évidemment. OK, je vois le lien. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, ce film-là reste à date un de mes films préférés et ça l'a placé, en fait, après ça, il y a eu comme une époque, dans les années 80, où il y a eu beaucoup de films de ce genre-là. On les a tous vus, évidemment. Et à partir de là, mon goût, ma passion est née. Puis après ça, quand je suis arrivé au secondaire, évidemment, les jeux de rôle, Donjons et Dragons, fait que j'en ai passé des samedis après-midi, nuit, dimanche après-midi, nuit à faire des games de jeux de rôle. Oui, exactement. Donc la passion vient de là. Alors donc, le projet Bâtard, bien sûr, c'est comment ça s'est développé, en d'autres mots, avec, bien sûr, votre co-réalisateur, mais au niveau du scénario, en d'autres mots, il vous a proposé le scénario et là, vous l'avez lu et là, ça a été... Non, en fait, j'ai écrit le scénario. Vous l'avez le scénario? Oui. Okay. Donc, Gabriel a dit, moi, j'aimerais faire ce genre de film-là. J'ai dit, OK, parfait. On a pitché des idées. Et à partir de là, on a dit, OK, on s'enligne vers ça. Et lui, ce qui était... en fait, on avait chacun nos idées. Moi, j'aimais beaucoup le style un peu viking ou barbare dans ce sens-là. Gabriel aussi, évidemment. Mais lui, ce qu'il voulait aussi, c'était cette notion-là de peuple un peu autochtone, proche de la terre. Donc, on a fait un mix de ça. Donc, notre peuple qui s'appelle les Bâtards, en fait, c'est visuellement proche des Vikings, mais au niveau de l'ambiance ou de la généalogie du peuple, ça se rapproche des Autochtones. Donc, on a un clash aussi entre ce peuple-là qui est presque placé sur des réserves contre la civilisation qui les laisse là, qui s'en occupe pas, qui ont plein de préjugés face à eux. Ça, c'est le message. Ouais, c'est un peu le message. Ouais, exactement. C'est ça. Parfait. Et à ce moment-là, donc, scénario, c'est retravaillé, bien sûr. Et là, la suite des opérations, une fois que l'idée est là, le scénario est travaillé, bon, là, on constitue une équipe.
Je suppose que Éric Barry, il demeure co-réalisateur, mais en même temps, on s'adjoint des gens qui vont travailler avec nous autres. Oui, exactement. Une des premières personnes, entre autres, qui est arrivée sur le projet, c'était Audrey Laurent, qui est la directrice artistique, qui va donner qui va travailler sur l'aspect visuel du projet. Et ensuite de ça, là, on est allé chercher justement un directeur photo, un caméraman. Fait que l'équipe monte quelqu'un qui nous donne un coup de main à la production. On a aussi quelqu'un qui va nous donner un coup de main pour les médias sociaux, parce qu'aujourd'hui, on peut pas faire ça. Non, c'est ça. C'est une grosse équipe. En fait, jusqu'à date, c'est mon plus gros projet. Donc, je suis vraiment content là-dessus. Et la recherche de comédiens ensuite. Je suppose que ça aussi, c'est intéressant parce que on parle vous aimiez pas les auditions, mais maintenant vous en faites passer. Ouais, c'est ça, exact. Oui, c'est ça. En fait, c'était les auditions qu'on a faites dernièrement pour le projet Les Bâtards, justement, c'était mes premières auditions officielles comme réalisateur où j'avais des gens, souvent pour les projets ici dans la région, c'est des gens qu'on connaît ou des gens qui nous sont référés, fait qu'on les prend presque assurément. Mais là, c'était vraiment le processus des auditions. C'est assez exigeant. En fait, on a eu des auditions de 11h à 3h aux 15 minutes. On avait un couple qui venait faire la réplique. Il faut que tu donnes l'attention à 3h, la même attention que tu as donnée à ceux qui sont passés à 11h le matin. Et en même temps, c'est quelque chose d'assez ingrat pour les acteurs. Parce que au début, la façon qu'on procédait, moi je leur demandais avec Gabriel, faites-nous votre proposition. Vous avez lu le texte d'audition, faites-nous votre proposition. Et là après ça, je disais ok, on va aller dans cette direction-là ou cette direction-là. Et quand ils partent à la fin de la journée, ils savent pas nécessairement. En fait, il y a certains acteurs qui savent pas encore s'ils ont été choisis ou pas. Donc ça c'est. Puis des fois, s'ils sont pas choisis, c'est même pas par rapport au talent. Ça peut être parce que la personne n'est pas assez grande, assez rousse. Ou fait que ça, des fois, sinon c'est un métier ingrat. En fait. C'est là où justement le réalisateur met en image déjà par le choix de ses comédiens, par le choix de la teinte du visage, par le choix des yeux, par le choix de peu importe, mais déjà des personnages en place. En d'autres mots, l'idée du réalisateur, elle commence déjà à visuellement parlant prendre forme. Oui, exactement. En fait, comme je suis scénariste aussi, quand j'écris, souvent j'ai une idée préconçue. Et la magie des auditions, c'est quand il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce et qui te fait oublier ce que tu avais. Ouais, exactement. Non, des fois c'est ça, il correspond pas nécessairement à ce que tu voulais, mais tu fais OK, oui, ça c'est lui ou c'est elle pour le personnage. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que là, tu découvres toi-même une autre facette du personnage que tu n'avais pas prévu. Et ça, c'est un petit moment magique, ça. Est-ce que Éric Barry aime travailler toujours avec la même équipe? Bon, j'appelle l'équipe technique, en d'autres mots, directeur photo, les gars ou les filles du son, etc. Est-ce que c'est à peu près toujours la même équipe que vous aimez rassembler? Parce qu'ils connaissent votre façon de travailler, vos exigences, vos colères ou votre bonne humeur. La bonne humeur. Je suis pas un partisan de péter des crises sur un plateau de tournage pour avoir ce qu'on veut. Mais oui, généralement pour les projets dans la région, oui. Là, c'est un projet. En fait, ce projet-là, Les Bâtards, va être tourné dans la région, mais une bonne partie de l'équipe vient de Montréal. Donc, c'est une nouvelle équipe. Ce qui est intéressant aussi. Des fois, c'est d'avoir un backup dans le sens où si quelqu'un peut pas être disponible pour un projet, mais tu as quelqu'un d'autre avec qui tu as travaillé, que tu sais qui est disponible, donc d'élargir l'horizon, le réseau, ça c'est important. Mais oui, effectivement, souvent, de toute façon, si tu travailles avec quelqu'un que tu connais pas, les tournages, c'est tellement intensif que ça devient comme une petite famille. Puis, Vous vous accordez combien de temps pour tourner la chose? On a 4 jours de tournage. Oh, 4 jours. 4 jours, oui. C'est assez express. Ouais. Oui, effectivement, c'est un court-métrage. Oui, en fait, ça va être... Combien? 40 minutes? Non, ça va être 21 minutes, ah, okay. Mais qu'on va diviser en fait à 3 épisodes, vu qu'on veut... c'est un pilote pour une série web, donc 3 épisodes de 7 minutes. Ça, c'est intéressant aussi, Éric. Comme ça, oui, le court-métrage peut également servir de démo pour une création future ou une série future, etc., etc. C'est comme ça qu'on pourrait le développer aussi. Oui. Il y a d'ailleurs eu je pense entre autres au film, peut-être que les gens vont connaître, le film qui est sorti il y a quelques années, District 9, qui était les extraterrestres, l'apartheid avec les extraterrestres. Ce film-là, le réalisateur avait fait un court-métrage que le producteur a vu et a communiqué avec le réalisateur en disant « J'aimerais que tu en fasses un long ». Oui, ça arrive des fois que les gens... Ça développe de cette façon-là. Oui. Je vais vous demander de nous donner les premières phrases ou la première phrase de votre scénario. Comme ça, on va avoir au moins une image... Même si on est à la radio, on va avoir une image de ce qui va nous apparaître à l'écran, bien sûr. OK. En fait, ouais.
je vais aller chercher mon petit talent d'acteur. En fait, pour situer la première scène, en fait, c'est aux petites heures du matin. Le feu de camp au centre du village des bâtards est presque éteint, il reste que des braises, et il y a un vieil homme qui est là avec sa grande barbe blanche et qui est complètement saoul et avec la gourde à la main. Et quand il regarde vers l'orée de la forêt, en fait, il voit un loup qui avance. Et le chaman dit « Tiens, les ancêtres ont décidé de me rendre visite. » Encore là, créativité, bien sûr, vous en doutez un tout petit peu, c'était du Cabanilles avec une battaglia du 17e siècle, alors autre image qu'on peut utiliser, bien sûr, pourquoi pas, puisqu'on est dans ce monde, justement, du mystique, hein, tant soit peu. Éric Barry, on ne peut absolument pas, bien sûr, passer sous silence, en tout cas en ce qui concerne le cinéma, même de court-métrage, d'animation, ou encore le long-métrage, bien sûr, le financement. C'est important si on veut bien sûr créer, c'est important aussi si on veut progresser. Je pense que dans votre métier, c'est la seule façon de le faire, à part la remise de prix, mais il y a cet aspect-là également aussi. Et l'approche de financement d'un film peut être faite de différentes façons. On peut aller chercher des subventions. Bon, on peut faire appel à George Lucas et puis il va nous passer quelques millions. Là. Si vous avez son numéro, je le prends. J'en suis persuadé. Malheureusement pour vous, j'ai pas encore ce lien-là non plus. Mais vous avez quand même une approche intéressante aussi au niveau du financement. Et j'aimerais ça que vous nous en parliez un tout petit peu. Oui, en fait, comme la série, on voulait déposer la série à un fonds, un fonds particulier de financement. Pour faire le démo, en fait, on fait du sociofinancement, ce qui veut dire que les gens peuvent contribuer au financement du projet. C'est pas de la charité. En fait, les gens ils donnent des sous, mais ils ont des contreparties en échange. Exemple, si vous contribuez, vous donnez 5 $, vous avez le remerciement sur les médias sociaux, évidemment, avec une affiche HD qui vous est envoyée en format PDF. Pour 30 $, vous avez le DVD, l'affiche avec le making of, et ça va jusqu'à 400 $. Je pense que pour 300 $, vous passez une journée avec nous, avec un de vos amis sur le plateau de tournage. On s'occupe de vous, on fait visiter belle expérience. Belle expérience, ouais, c'est ça. Donc, les prix varient comme ça. Et la plateforme, en fait, qu'on a choisi de sociofinancement, il y en a beaucoup. Nous, c'est la plateforme Ecloïd, qui est une plateforme de Gatineau, de l'Outaouais, et qui est en fait eux le financement, ils prennent un certain pourcentage qui est réinvesti pour développer des outils pour les jeunes, pour aller chercher d'autres financements ou d'autres projets artistiques. Donc ça c'est important pour nous là, de pas juste prendre une plateforme américaine. Donc l'argent reste en Outaouais. Et on a des campagnes présentement là, sur Facebook. Il nous reste encore 15 jours de financement. Fait que c'est intéressant aussi parce que vous permettez à d'autres aussi. Ça fait boule de neige en d'autres mots. C'est ça qu'on veut tenter de créer. C'est une espèce de petite boule qui va prendre un peu d'expansion et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. C'est vraiment, vraiment intéressant, une approche vraiment, vraiment originale. Comment dirais-je? C'est difficile, bien sûr, d'aller chercher l'argent, c'est sûr, mais c'est le nerf de la guerre. Alors, il faut en parler, bien sûr. Oui, exactement. On n'a pas le choix. En fait, comme là, le montant de financement qu'on va aller chercher, c'est 4 000 $, ce qui est très peu. En fait, avec ce 4 000-là, les acteurs, l'équipe technique, l'équipe de production donnent leur temps. Le 4 000 sert au costume, au maquillage, à nourrir nos acteurs et notre équipe, évidemment. Des gens bien nourris sont des gens heureux au travail. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Fait qu'en fait, ce que les gens peuvent faire, c'est aller aimer notre page Facebook, parce qu'on va aller en recherche de commandites. On passe tous par là. Donc, plus qu'on a de gens qui
qui aiment notre page Facebook Les Bâtards. Ça nous montre qu'il y a des gens qui suivent le projet. Et ils peuvent aussi, s'ils le veulent, aller sur le site ecloid.com, ecloid.com, sélectionner le projet Les Bâtards et à partir de là, donner un montant en échange de la contrepartie. Ou même s'ils veulent juste faire un don, en fait, ils peuvent dire qu'ils désirent seulement faire un don. Éric Barry, encore une fois, fort intéressant. Merci d'avoir contribué à nous éclairer sur le processus de création cinématographique dans ce cas-ci de court-métrage. Merci énormément, puis au plaisir de se recroiser et j'aimerais ça que vous nous teniez au courant parce que quand le film va sortir, je me ferai un devoir, mesdames, messieurs, au moins de vous faire entendre, puisqu'on est à la radio, de vous faire entendre, bien sûr, la trame sonore ou une partie de la trame sonore de ça. Merci, Éric. Merci beaucoup. Choirs in my head sing, oh, to get a dream of life again, a little vision of the sun in the air, but all the choirs in my head sing, oh.